les amiraux contre les Yonko, un sujet qui fait partie des plus débattus dans la communauté One Piece. Alors dans cette vidéo, on va évoquer chaque argument des deux parties, ceux pour les amiraux et ceux pour les Yonko. Et enfin, on évoquera notre avis sur la question sur la fin. Et d'abord, clarifions quelque chose. Les arguments de cette vidéo s'appuieront au maximum sur des faits du manga, les combats, des dires de personnages, et puis évidemment d'une part de subjectivité. Bien que certaines choses extérieures à l'œuvre originale telles que les films ou les rajouts de l'animé peuvent nous paraître comme un argument supplémentaire, on s'appuiera dessus un minimum. Cela constituera un bonus, un petit plus aux arguments, mais ça constituera pas une preuve en elle-même. Bref, les seules preuves sont le manga. Pour étudier cela, on va se concentrer de nombreuses fois sur Marineford, puisque la bataille constitue le plus d'affrontements entre les deux entités concernées. Allez, c'est parti! Première introduction de par Aokiji au chapitre 303, le grade amiral est un poste qui constitue, selon le Gorosei, les hommes les plus puissants de la marine, constitué de 3 personnes, plus un amiral en chef. De ce qu'on a vu, tous les amiraux possèdent un fruit du démon. Leur réputation n'est pas à plaindre, puisqu'on les nomme aux 550 comme les meilleures marines que le gouvernement mondial a à offrir. C'est l'élite de la marine, et même Robin les nomme comme la plus grande force de combat que le gouvernement a à offrir. Mais que nous ont-ils prouvé qui pourrait nous faire dire que oui, effectivement, ce sont des combattants plus puissants que des Yonko? Déjà, on peut évoquer le fait que Kizaru est capable de rivaliser avec le second de l'équipage du roi des pirates, et qu'importe le niveau où vous placez Riley, cela constitue un exploit dans tous les cas, et approuve de la puissance énorme qu'ont les amiraux. Entrons donc dans la bataille de Marineford. Dès le chapitre 553, Kuzan nous montre être capable de gérer les conséquences des attaques du Gura Gura no Mi, en gelant l'eau. Au chapitre 564, on voit les amiraux utiliser une capacité du haki de l'armement avancé, chose que très peu de personnages dans l'œuvre sont capables d'utiliser jusqu'à maintenant. Au chapitre 567, Akainu rivalise avec Barbe Blanche. Ça n'approuve pas sa supériorité, mais c'est notable, pour le peu qu'on ait vu de l'affrontement entre les deux. Au chapitre 570, Kizaru nous montre qu'il peut facilement esquiver les attaques de Barbe Blanche, avec du haki de l'armement. Au chapitre 575, après la colère de Barbe Blanche, Akainu lui porte un coup qui va détruire la moitié de son visage, ce qui approuve d'une certaine puissance remarquable de la part du futur amiral en chef. Pour conclure sur Marineford, c'est le chapitre 578 qui nous montre que Akainu fait face à tout l'équipage de Barbe Blanche. Akainu, à ce moment, il a clairement posé ses balls sur la table. Alors, parmi les amiraux, il y a selon moi un personnage fabuleux qui n'est pas amiral mais qui constitue une anomalie dans l'échiquier. C'est le héros de la marine. Garp. Le fait que Garp est un homme qui a de nombreuses fois croisé le fer avec Goldie Roger, cela fait sens qu'effectivement son niveau est hors norme. Et en lui-même, Garp constitue une anomalie puisqu'il est vice-amiral officiellement, mais qui a de nombreuses fois refusé le poste d'amiral, alors on peut largement l'inclure dans la vidéo. À son prime, il a su nous montrer, comme au chapitre 551, qu'ils se sont entretués de nombreuses fois, donc il a un niveau capable d'affronter Roger plusieurs fois, ce qui est admirable. Je ne pense pas qu'il ait non plus la force égale, puisque ça semble ressembler au parallèle entre Kobe et Luffy. En effet, bien que ces deux se soient affrontés plusieurs fois, ça donne pas à Kobe la puissance d'un personnage niveau Yonko. Je ne sais pas si des Yonko comme Big Mom pourraient, après plusieurs batailles contre le roi des pirates, pourraient être encore en vie actuellement, après un combat contre un homme du calibre du roi des pirates. De plus, lors du flashback d'Oden au chapitre 965, Roger mentionne Garp et Sengoku comme étant les seules personnes valant son temps. Ainsi, indirectement, il les nomme comme étant des personnes puissantes, ce qui est un super compliment venant du roi des pirates. Et puis, on sait qu'il a obtenu le titre de héros de la marine en s'alliant avec Roger pour combattre l'équipage des Rocks, qui contenait des pirates légendaires plus 3 futurs Yonko. Et même à Marineford, à l'âge de 76 ans, Garp est capable en un coup de mettre à terre le second de Barbe Blanche, Marco. Donc oui, Garp est très fort à son prime, mais pas autant que certains le pensent. C'est sûrement un des personnages de l'histoire de la marine étant le plus fort depuis sa création. Ensuite, revenons sur les 3 amiraux de base. C'est le fait que Akainu a fait fuir Barbe Noire, qui était déjà empereur à l'époque, je le rappelle, lors de la capture de Jewelry Bonnie au chapitre 595. Akainu arrive et rien que par sa présence, Stitch fuit lamentablement en tant qu'empereur. D'ailleurs, il est venu tout seul, il s'est pas ramené avec d'autres amiraux ou quoi, donc c'est vraiment admirable. Lors de Dressrosa, Sabo affronte Fujitora, et malgré tout, Sabo ne le surpasse pas. Fujitora finit sans égratignure, contrairement au cas de Sabo. Le combat reste serré, c'est pareil que pour l'argument de Riley, Dragon, le chef de Sabo, a probablement le niveau Yonko minimum, et son second n'arrive pas à le battre, alors que Fujitora n'est pas à fond, puisque la cage de Doflamingo obstrue ses météorites. Je vous laisse en faire la conclusion que vous voulez. Kizaru au chapitre 907, qui demande après avoir appris que Big Mom et Kaido allaient s'allier, s'ils devaient y aller, ce que Akainu refuse catégoriquement. Mais ça confirme bien que Kizaru semble être assez confiant pour régler le problème de lui-même, alors que c'est une alliance de 2 Yonko quand même. Et même les marines aux alentours dans le même chapitre spéculent que seuls les amiraux ou les grands corsaires peuvent arrêter l'alliance de ces 2 Yonko. Attention, ça va spoiler, donc va à ce timecode. Lors de l'arrivée de Ryokugyu sur Wano, l'amiral débarque et one-shot King et Queen au chapitre 1053.
il se vante que les hommes de son rang ne peuvent se permettre d'être vaincus par des subordonnés de pirates. Donc en bref, selon lui, les commandants Yonko, c'est l'apéro quoi, c'est l'échauffement. Et même à la fin du chapitre, Aramaki il semble conscient sur le fait qu'il peut ramener la tête de Monkey D. Luffy. Dans le chapitre 1081, on a eu l'occasion de voir Kuzan à l'œuvre lors du flashback de sa rencontre avec Barbe Noire, et il va nous montrer qu'il est capable de geler de nombreux de ses commandants, comme Sandron Wolf, Katarina Devon, Vasco Shot, Avalo Pizarro et encore d'autres commandants. D'ailleurs, lorsque Barbe Noire lui fait face, il ne semble pas plus troublé que ça de le voir. Pas de peur, pas de sueur, rien. C'est plutôt lui qui menace avec sa glace, et étant donné la puissance de Teach qu'avait déjà le niveau Yonko à l'époque, de par ses 2 fruits, cela prouve d'une énorme puissance de la part d'Aokiji. Enfin, même si nous n'avons pas des détails du combat, on a vu dans les mini-aventures qu'Aokiji a battu un commandant de Yonko, Tracker, un des généraux sucrés aux côtés de Katakuri. Bon, comme on l'a vu, il y a que très peu d'affrontements entre les deux instances. Et malheureusement, les arguments, ils se basent beaucoup, même énormément, sur des discours tenus par des personnages, ou encore des titres, ou même des rumeurs. Et malheureusement, on en a que très peu sous la main. Après avoir évoqué tout ce qui pourrait nous faire croire que les amiraux sont supérieurs aux Yonko, voyons l'autre côté de Grand Line, parce qu'il y a aussi pas mal de choses à dire. Introduits par Garp au chapitre 432, ce sont les groupes les plus puissants et influents parmi les pirates. Ces pirates ont des territoires pour la plupart situés dans le Nouveau Monde. Étant tous indépendants entre Yonko, alors faisons une analyse de ce qui nous prouve que les Yonko sont supérieurs aux amiraux. Déjà, parlons de ce qui est évoqué de base par Garp lors de leur évocation. Garp nous dit mot pour mot que le rôle du quartier général de la marine est, avec les grands corsaires, de contenir les 4 empereurs. Donc je répète pour que tout le monde comprenne, le rôle du quartier général est de tenir tête aux 4 empereurs avec les grands corsaires. Ça nous explique que, en gros, la marine à elle seule, elle est pas capable de contenir les empereurs et qu'ils ont besoin d'une aide extérieure, pour le cas présent, les grands corsaires et aujourd'hui le SSG. En gros, parmi les 3 forces évoquées par Garp, une est supérieure aux 2 autres, et sachant que chaque Yonko est indépendant des autres, ça prouve bien que la marine est plus faible. Bon déjà, ça c'est la base. Mais reprenons du début. Regardez la réaction du Gorosei au scan 433. Le mec apprend juste que Shanks et Barbe Blanche sont entrés en contact, et il sue comme un fou. Rien qu'en apprenant l'info, et celle de la marine au 434, ils sont en alerte maximum. C'est chaud quand même. Selon vous, est-ce qu'ils ont l'air d'être capables de gérer un des 2 Yonko en action? Bien non. Puis revenons dans le passé. Il y a 30 ans, Garp il arrive face à Don Shinjao. Et il le dit lui-même, en guise d'entraînement, j'ai pulvérisé 8 montagnes. Et ainsi, en un coup de poing, il détruit le crâne de Don Shinjao. Mais qu'est-ce que ça nous dit, le fait qu'il s'entraîne? C'est que Garp, qui est censé être à ce moment-là à son prime, puisque God Valley c'était que quelques dizaines d'années par rapport à ce moment, a dû s'entraîner pour briser le crâne de Don Shinjao. Alors oui, je pense qu'il avait déjà la capacité de le battre, mais qu'il a quand même dû s'entraîner pour briser son crâne. Donc pourquoi il a dû s'entraîner? Il est pas censé être à son prime. Il y a un petit problème de puissance là. Si Garp il était aussi fort que certains le croient, genre ayant une puissance égale à Roger, il aurait pas eu besoin de détruire des montagnes comme il le dit pour battre Don Shinjao. C'est quand même très peu valorisant pour sa puissance de l'époque, sachant que Don Shinjao, c'est un mec qui se fait battre par Luffy post-ellipse, sans guerre fort, donc même pas plus puissant qu'un cracker quoi. Ensuite, il y a 27 ans, et si vous avez bien lu, c'est le chapitre 0, qui est bien canon, puisque écrit par l'auteur. Il nous montre une confrontation de Shiki contre Garp et Sengoku. Et malgré qu'on ne voit pas les détails du combat, on en voit les conséquences. Garp et Sengoku gagnent, et heureusement d'ailleurs, vu ce que disait Roger sur les 2 compères, mais c'était pas un 1v1 non plus, hein. Je vous le redis différemment et vous allez comprendre. Il a fallu un Garp, donc un niveau amiral, plus un amiral pour battre Shiki, une personne qui on peut minimum classer niveau Yonko ou second Yonko comme vous voulez, vu comment il a fait galérer Roger lors de la bataille d'Edward. Donc si Garp et Sengoku ils étaient capables de gérer le problème aisément, pourquoi ils ont eu besoin de s'y prendre à 2? Peut-être vous allez me dire pour éviter les dégâts. Alors oui, ok, je suis d'accord. Mais même à 2, Shiki a quand même détruit la moitié de Marineford. Donc là, on touche un problème. Comment 2 personnages de niveau amiral n'arrivent pas à battre facilement un personnage niveau Yonko comme Shiki? Tout simplement, peut-être parce qu'ils sont pas si forts que leur parole les fait prétendre. Bon, revenons au présent, il y a plusieurs choses qui nous prouvent que la marine n'est pas capable de gérer plus qu'un seul Yonko. Ce qui nous prouve encore que la marine plus les Shichibukai, c'est égal au grand max un Yonko. Parce qu'au chapitre 533, Momonga il est informé qu'il y a Shanks qui a empêché Kaido d'aller à Marineford. Et il dit, je cite, 2 empereurs qui s'affrontent, on n'avait vraiment pas besoin de ça, surtout à un moment pareil. En bref, ceci nous montre que la marine galère rien qu'avec un vieux barbe blanche, tout vieux et fripé, et que si Shanks ramène sa team et que Kaido aussi, la marine elle sera plus en fait tout simplement. Mais ça, c'est un comportement de faible. Si imaginons tu vois 2 petits gamins en train de se taper devant toi, tu deviens pas anxieux, tu vois, tu restes tranquille. Par contre si c'est 2 gaillards de 2 mètres musclés à côté de toi, là tu commences à être un peu anxieux, tu te dis qu'est-ce qui peut m'arriver? Genre prendre une patate. Et là c'est exactement ce qui se passe avec la marine. Ils se font littéralement dessus dès qu'un Yonko se met en mouvement. Et c'est pas fini. Lors de Sabaody au chapitre 501, un marine vient vers Garp et lui dit que Riley est à Sabaody. Et malgré cela qu'il sache l'info, Garp laisse
tranquille Riley, ce qui est déjà curieux, mais en plus, il dit clairement que le moment est mal choisi pour affronter deux légendes en même temps, en évoquant Riley et Barbe Blanche. Donc là, il confirme bien que la marine est incapable de gérer deux personnages niveau Yonko en même temps. Et des gens se disent encore que Akainu détruit les Yonko. Continuons sur Sabaody, et lors de l'affrontement entre Silver Riley et Kizaru, entre le chapitre 511 et le chapitre 513, Riley rivalise largement avec Kizaru, et rappelons que Riley veut seulement gagner du temps pour qu'il puisse s'enfuir, contrairement à Kizaru qui lui doit les éliminer par rapport aux crimes effectués sur les dragons célestes. Et malgré le fait que Kizaru doit réussir sa mission, il n'arrive en aucun cas à atteindre les Mugiwara. Il n'arrive pas à dégager Riley qui gagne du temps, même ne serait-ce que toucher Riley, il n'y arrive pas, et ça c'est chaud quand même. Revenons sur le cas marine. Dès lors que Akainu attaque au chapitre 554 pour briser l'iceberg de Joss, il y a du magma qui arrive vers Barbe Blanche, et carrément Barbe Blanche il le prend pour son petit. Il dit carrément: on aime bien jouer avec le feu, hein, comme s'il parlait à son petit cousin de 3 ans. Mais quel manque de respect. Bon allez, j'arrête le troll. Plus sérieusement, au 561, on a déjà compris au fur et à mesure de la bataille que Sengoku a un plan. Et parmi celui-là, il veut pas que les citoyens aient accès à la visibilité de son plan malveillant. Donc reformulons. Sengoku a utilisé un plan douteux pour battre Barbe Blanche. Je veux bien qu'une bataille aussi importante nécessite une stratégie, d'au moins un côté, ça paraît logique. Mais pourquoi utiliser des plans aussi sournois? On va énumérer tout ça. Mais il a trouvé un moyen de mettre un mur pour encercler l'équipage de Barbe Blanche et mieux les battre. Ils sont allés avec Akainu jusqu'à manipuler Squardo pour affaiblir Barbe Blanche au chapitre 563. C'est une dinguerie de faire ça quand même. Genre là, ils pouvaient pas l'affaiblir eux-mêmes. Non, ils avaient besoin de l'aide de Squardo. D'ailleurs, faut clarifier quelque chose sur Barbe Blanche. Le Barbe Blanche qu'on a vu à Marineford, c'est pas un Barbe Blanche en pleine forme. Le gars, il crachait du sang, il avait mal au cœur, il était pas à fond, donc oui, Akainu a réussi à lui prendre la moitié de son visage. Mais Barbe Blanche, en plus de ce que je viens de vous dire, il avait des trous dans le torse, il pouvait plus utiliser son haki. Aucun des trous qu'il possédait auparavant, comme on l'a vu contre Roger à son prime. Même Marco, son médecin attitré, le dit au chapitre 563. Il aurait pu largement esquiver l'attaque de Squardo, mais l'état de Barbe Blanche est trop grave pour pouvoir utiliser sa pleine puissance. Et ça, on le voit aussi contre Aokiji au chapitre 566, où si seulement son attaque était imprégnée de haki, Aokiji aurait été gravement blessé à ce moment-là. Enfin, pour conclure les derniers actes de Marineford, on voit bien que, après la mort d'Ace, Barbe Blanche est devenu complètement ouf, et il atomise littéralement Akainu. Si seulement il avait utilisé un peu plus d'haki, Akainu il serait parti rejoindre Ace. Sengoku qui attaque Barbe Noire et son équipage au chapitre 578 et qui n'arrive même pas à détruire le cheval de Dokkyu, Stronger. Pourquoi est aussi peu puissant Sengoku? Même Stronger il est en pire état de base que Barbe Blanche vieux, tellement ils sont chelous avec Dokkyu. Et t'arrives même pas à le détruire. Mais qu'est-ce que c'est que cet amiral en chef? En plus, c'est pas tout. Une fois que Shanks tape la incruste, il dit clairement que ceux qui veulent continuer, ils vont devoir faire face à lui. Donc là, tout le monde se dit ok, on va partir. Et contrairement à d'habitude, Akainu il la ferme, il attaque pas en retour. Il s'énerve pas, hein. On dirait un toutou qui vient de se faire calmer par son maître. Non mais sérieusement, vous savez que Akainu il en fait qu'à sa tête et qu'il déteste qu'on s'interpose avec ses actes. Alors pourquoi là il s'est pas opposé à Shanks selon vous? Pareil pour Sengoku. Pourquoi il a pas essayé de combattre Shanks? Les amiraux ils pouvaient pas largement régler le problème s'ils sont aussi forts qu'ils le prétendent. Bref, c'en est fini de la partie de Marineford, mais rappelez-vous quand même que les amiraux ont dû s'y mettre à 3 pour battre un seul Yonko, et au final ce n'est même pas eux qui l'ont fini. Qui plus est, le Yonko en question était vieux et malade. Attention, je vais spoil les événements après Wano Kuni, donc je vous laisse aller à ce timecode si vous n'êtes pas à jour. Donc une fois l'arrivée de Aramaki sur Wano, il arrive très confiant et puis il se confronte à Yamato, Momo et puis quelques restes de Foro Rouge. Et dès lors que Shanks il arrive, il lui met un coup de haki des rois à distance, et Ryokuyu il comprend que Shanks il est pas loin, et il décide de lamentablement fuir. Il dit qu'il veut pas se battre avec eux et il dégage de Wano. Alors ce que je viens de vous évoquer, c'est clairement une confrontation directe entre les deux entités. Et là, même sans combattre, rien qu'avec sa seule présence et son haki des rois, Shanks a fait fuir un amiral. Un petit bonus concernant l'incompétence de la marine, c'est cadeau, c'est que lors du flashback de Kaido, on nous montre clairement que cet homme, pour lui la marine, c'est la café du lycée. Clairement, il s'est capturé et hop, il repartait dès qu'il n'y avait plus à grailler. C'est grave de faire ça. Au chapitre 1087, Shiryu a réussi à toucher Garp gravement avec son épée et son fruit. Mais Garp, il devait protéger Kobe. Et par conséquent, les deux se sont surpris chacun leur tour. D'un côté, t'as Garp qui s'est fait toucher malgré son acquis de l'observation et de l'armement, et il a quand même réussi à défendre Kobe, et de même pour Shiryu qui se fait prendre de force par Garp et qui se fait plaquer au sol. Alors imaginez avec un Kaido. Est-ce que selon vous, vous pensez vraiment que Shiryu le transperce? Même par surprise? Bien sûr que non, la lame se casserait. Et de même avec une Big Mom d'ailleurs. La seule fois où c'est arrivé chez un Yonko qui se fasse transpercer par une épée par un random entre guillemets, Shiryu c'est pas un random mais... Vous m'avez compris, un personnage qui est bien moins fort que lui, c'était avec Squardo. Sauf que à la différence de Barbe Blanche, Garp lui, il est pas malade. Bien qu'il soit vieux lui aussi, et il peut toujours utiliser ses différents haki. Dans la première partie, on vous a évoqué certains événements qui prouvaient que les amiraux sont très puissants, mais en vérité, si on les regarde d'un autre point de vue, ça n'approuve pas forcément leur puissance. Pour le fait que Akainu arrive à faire fuir Barbe Noire, on peut remettre en cause ce fait, sachant que la personnalité calculatrice et ne prenant pas de risque de perdre des membres de son équipage
Aramaki qui bat King et Queen. On peut remettre en cause la victoire de Ryokugyu vu l'état des membres de l'équipage de Kaido qui sont encore très mal en point et qui en plus font face à un personnage en pleine forme. Suffit de voir à quoi ressemble Queen pour comprendre qu'il n'est pas à 100%. De plus, on vous a parlé du fait que Kizaru demande à aller à Wano tout en sachant qu'il y avait une possible alliance entre les deux et que Aramaki était confiant de pouvoir ramener la tête de Luffy. Dans ces deux cas, les amiraux sont bien trop confiants par rapport à la situation. Comme si Kizaru aurait pu gérer Kaido et Big Mom tout seul, ou comme si Aramaki aurait été capable de battre Luffy après Wano. Bien sûr que non. D'ailleurs, Aramaki arrive seulement une fois Kaido présumé mort, mais sinon il n'y serait pas allé. Petit bonus, c'est toujours cadeau ça, mais qui n'est pas canon malheureusement, mais qui nous montre qu'il y avait un petit ascendant quand même entre les amiraux et les Yonko. C'est le film Red, qui est sorti récemment et qui nous a montré de nombreux affrontements entre l'équipage de Shanks, Kizaru et Fujitora. Kizaru il a voulu tuer des citoyens, Shanks l'a calmé, il l'a menacé tranquillement, et Kizaru il a plus bougé ensuite. Pareil, dès lors que Shanks a lâché son Haki des rois, il a fait s'évanouir des vice-amiraux, mais en plus de ça, Fujitora il décide de battre en retraite avec l'excuse comme quoi il y a trop de citoyens autour. Alors que je le rappelle, juste avant dans le film, Kizaru était sur le point de tuer de nombreux citoyens, et si Shanks ne l'avait pas arrêté, il l'aurait carrément fait. Et là Fujitora ça le dérangeait pas du tout. Notre avis. Après tout ce qu'on a évoqué, ça semble logique de quel côté on préfère tendre, puisque d'un côté c'est seulement basé sur des dires, des titres et des rumeurs, et de l'autre côté c'est beaucoup plus basé sur des actes, des faits et des combats. Et ainsi, sans nous le dire, Oda nous montre qui est réellement supérieur. Et pour cela, il suffit de s'attarder sur les détails. Mais je ne pense pas simplement que les Yonko sont plus forts que les amiraux, on a de fortes choses qui nous font dire que les amiraux ont un niveau très proche du niveau de second de Yonko. Je vous explique. Au chapitre 553, Kizaru s'attaque à Barbe Blanche avec son fameux... Et ce n'est pas Barbe Blanche qui encaisse l'attaque, c'est bien Marco. Et lui-même en fait la blague à Kizaru, qui lui aussi fait la même. Lorsque les deux s'affrontent par le coup de pied de Marco, en mode ça fait mal tes coups. Ce que veut montrer l'auteur ici, c'est que les deux ont un niveau équivalent. Ça semble être effectivement le cas, puisque les databooks vont dans ce sens. Il dit que Marco faisant jeu égal avec les amiraux. D'ailleurs, on le verra aussi au 566. Être capable d'envoyer Aokiji dans le décor. De plus, juste après, Aokiji affronte Barbe Blanche, Joe s'interpose et s'en occupe, ce qui arrange Barbe Blanche. Parce que ça y est, il en a marre des moustiques qui le font chier autour. Donc c'est son fils qui s'en charge. D'ailleurs, ce qui nous montre encore plus que les amiraux de par un V1 pur sont pas capables de gagner à la loyale face à des secondes de Yonko, c'est clairement le chapitre 568. Marco voit que Barbe Blanche crache du sang, il s'inquiète, il est donc incapable d'utiliser son haki comme on l'a vu avec Katakuri une fois son secret découvert, car il est perturbé, et donc Joe et Marco se font surprendre par une attaque surprise. Au moment où ils étaient perturbés par leur père, de par ce moment, Joe se fait geler et Marco se fait nerf les capacités de son fruit par le granit marin. Donc en aucun cas, les amiraux ont battu Barbe Blanche à la loyale. C'est comme si on disait que Kaido a vaincu Oden de par sa puissance, et seulement celle-ci. Ils ont utilisé le manque d'attention de leur adversaire pour prendre l'ascendant, mais en aucun cas on les a vus dominer. Pour finir avec Marineford, et qui confirme encore nos dires, au chapitre 579, c'est que lorsque Ben McMahon se pointe, Kizaru lève les mains en l'air, mais justement là il blague, comme contre Marco. En vérité, la page montrant la suite de ce moment légendaire nous l'explique. Et je pense qu'énormément de monde l'ont oublié ce moment. Mais Bang Big Man a Kizaru dans le viseur, et juste après, Kizaru réussit tout de même à lancer son attaque sur le navire de l'eau, soit au chapitre 580. En bref, les deux ils se surprennent mutuellement, ça prouve leur égalité en termes de puissance. Seulement Kid Garp s'élève au rang des meilleurs du manga, je ne pense pas qu'il ait le niveau de Shanks non plus, mais à son prime il devait être très proche, bien que en dessous du niveau de Yonko. Malheureusement, Marineford a énormément de combats off-screen. Et je vous encourage à aller le relire. Vraiment, en vrai, ça va très vite. Il y a à peu près 30 chapitres. Et contrairement à l'anime, qui est lui hyper lent, vous allez voir qu'il y a énormément de combats qui sont pas montrés. Il y a que très peu d'affrontements entre Barbe Blanche et les amiraux. Et même entre les commandants et les amiraux, il y en a pas tant que ça. Je pense qu'il y a un réel problème avec le fait que l'anime ait rajouté des moments qui sont pas forcément cohérents avec ce que l'auteur voulait dire. Genre le fait de rallonger des combats, ouais c'est bien, on l'a vu avec Barbe Blanche contre Roger. Mais d'un autre côté... des fois on en voit un peu trop et parfois ça dessert complètement le scénario et l'idée première qu'a voulu transmettre Oda. Et par conséquent, ça alimente énormément d'avis qui sont faux, puisque basés seulement sur l'animé. Je vais être honnête avec vous, j'ai eu énormément de mal à trouver des arguments pro-amiraux. Pourtant de base, quand j'ai vu One Piece pour la première fois, quand j'étais gosse, c'était normal pour moi de croire que les amiraux étaient les plus forts, parce que c'est les ennemis des pirates, et puis en grandissant, j'ai compris l'inverse. Et en faisant des recherches pour cette vidéo, je comprends bien mieux pourquoi certains pro-amiraux pensent de cette manière. Et en soi, on peut pas vraiment leur en vouloir. Oui, certains sont extrémistes, et pensent que Akainu bat Shanks. Mais en vérité, ils ont seulement fait leur propre interprétation. Et ça se base peut-être sur des souvenirs flous de l'œuvre, des rajouts de l'animé. Et parfois, c'est même parce que pour eux, Akainu sera l'antagoniste final de One Piece. Donc il se doit d'être au-dessus d'énormément de personnages, dont des Yonko. Par contre, pour les pro-Yonko, il y avait énormément d'arguments qui le prouvaient. Et forcément, j'ai dû oublier des points. Mais en tout cas, la marine, elle est souvent très frauduleuse dans de nombreuses situations. Et ça en est parfois très drôle. Petite pensée pour Aramaki, qui a reçu un coup de pression en Bluetooth. Sinon, si vous avez des points de la vidéo sur lesquels vous aimeriez débattre, c'est avec plaisir. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne Lulu's Kingdom, c'était un plaisir. Ciao!